Buck, c'est un personnage que j'ai créé en 2010 pour... Là, ici, on est dans l'atelier, c'est mon atelier, c'est aussi les locaux de la maison d'édition La Cerise, et qui m'avait invité à participer à la revue Clafoutis, qui est une espèce de revue laboratoire. Et donc, j'avais eu dans l'idée d'animer un personnage, Buck, quoi, qui est associé à cette niche et que j'ai utilisé après et que j'ai fait réintervenir après naturellement, comme, avec dans l'idée de créer des histoires très différentes quoi, dans mes envies, mais avec des points de résonance, quoi, donc avec des personnages qui reviendraient comme ça, comme des échos, ou comme des vieilles légendes, comme des souvenirs. Et donc là, à la suite de Feu de paille, où d'ailleurs il apparaît il a une apparition assez fugace, là j'ai décidé de lui offrir enfin, toute une aventure. Et là, donc, là il se promène, je le fais se promener un peu du côté de la Norvège. L'époque est assez floue, mais à peu près dans la région du Télémark. Qui est un peu le foyer de tout des contes norvégiens. C'est des contes que j'ai découverts par le biais d'un peintre qui s'appelle Theodor Kittelsen, un peintre du 19e, et qui a donné quasiment les premières images des créatures quoi, qui peuplent ces contes, quoi, ces racontards, qui sont les trolls, qui sont une sorte de géants, ces espèces de figures telluriques en fait, c'est complètement lié à l'esprit norvégien en fait, dans le pays enfin, est plein d'immenses montagnes quoi, enfin, qui sont indomesticables par l'homme, donc très vite en fait il y a eu cette espèce d'inquiétude de ce qui se passait là-bas. Et je l'ai construit par pure association d'idées. Enfin, c'est comme je te disais, c'est une bête vue de l'esprit, ce chien niche, là, euh, et qui est très mystérieux hein, pour moi toujours. Et c'est ce qui me plaît plutôt parce que en tant que dessinateur, je sais à peu près, j'ai des appétits comme ça pour des environnements, des peintres, des époques, et je sais très bien où est-ce que j'ai envie, pas à long terme, mais je sais très bien où est-ce que j'ai envie d'aller. Et de faire intervenir Buck dans ces désirs-là, c'est une façon aussi de le voir se révéler petit à petit, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette niche, qui est encore voilà, un phénomène tout à fait irrésolu. Quoi. Moi je le vois comme voilà, comme une créature qui pourrait appartenir à la caste enfin, à la cryptozoologie, quoi. Dans ce livre-là, Buck arrive en Norvège et donc est pris par une histoire assez connue d'ailleurs du folklore norvégien qui est l'échange d'enfants en fait. C'est-à-dire que il y avait cette légende qui remonte à assez longtemps, qui était que les nouveau-nés pouvaient être en fait enlevés par le troll, quoi, cette figure de croque-mitaine, et être et remplacés par un enfant troll en fait, par une espèce d'enfant démoniaque. Et donc je reprends cette espèce de petite étincelle pour démarrer l'histoire et Buck se retrouve affligé d'une mission par un maître, un fondeur de cloches, qui voit dans le berceau de son enfant en fait un enfant monstrueux, tordu et difforme. Et donc en gros il le confie à Buck pour aller résoudre cette histoire-là. Pour le ramener dans les montagnes en tout cas, parce qu'ils s'en veulent pas. Et voilà, à la suite de ça, mystère d'ailleurs, toujours pour moi aussi. Hein. Voilà, donc là. Dans Feu de paille, je travaillais plutôt. C'est un dessin plutôt lié à
à l'écriture, une forme comme ça, assez spontanée. Et là, du coup, c'est l'extrême opposé en fait. C'est l'extrême opposé, c'est un travail beaucoup plus long de travail sur l'atmosphère, sur les ombres et les lumières, sur le modelé des personnages. Et en fait, c'est une technique qui remonte à un peu mes premiers chocs vis-à-vis des illustrations qui parcouraient ces contes norvégiens. Et c'est une façon aussi je sais pas, de rendre l'histoire un peu plus immersive, J'aime bien ce côté-là, enfin, dans le conte, vraiment il y a des contes qui m'ont terrorisé, quoi, gamin, et c'est une émotion extrêmement forte que j'essaie de retrouver, avec ce projet-là. C'est-à-dire de faire un livre pour les gamins avec un personnage assez comme ça, assez pâteau, assez naïf, mais qui va petit à petit découvrir un univers donc qui suit les contes, donc c'est destiné aux enfants et enfin pas que, mais par lequel j'aimerais donner je sais pas, un sentiment qu'il y avait, je sais pas, quand je lisais les contes russes illustrés par Ivan Bilibin, ou donc norvégien avec Theodor Kittelsen, qui sont des images qui heurtent en fait quand même le lecteur, qui sont il n'y a pas du tout d'idée il y a quelque chose d'assez réaliste là-dedans qui peut être terrorisant en fait. Ce micro-traumatisme là, moi me nourrit en fait depuis que je dessine en fait. J'essaie de chercher cette espèce voilà, de stupeur, quoi, d'étonnement dans le dessin. J'ai découvert la Norvège par le biais donc de Theodor Kittelsen, qui est donc le premier à avoir illustré ces contes-là, et j'ai des grandes images si tu veux voir. Il y a un charme particulier dans ces images, un truc qui m'a amené à fouiller la vie de cet artiste, et qui a fait donc énormément d'illustrations de contes, et aussi un livre très mystérieux, qui est Svartedauden, et qui est en fait un recueil de poésie autour de la peste en Norvège. Et alors là, c'est un truc, une espèce de lien que je trouve, enfin, qui m'intéresse beaucoup pour la construction de mon histoire, c'est-à-dire que il a personnifié la peste comme une. Bon alors ça c'est une espèce de. En fait ça c'est le seul exemplaire que j'ai trouvé. Je crois que c'est un des seuls exemplaires qui existe de ce bouquin, à part de très vieux manuscrits je pense, et qui met en scène la peste sous la forme d'une vieille dame munie d'un balai, d'un râteau. Et donc on disait qu'en fait si on voit cette vieille dame comme un spectre en fait, et les impressions sont horribles en fait, je peux difficilement montrer ça. En fait c'est ça, c'est cette image là que j'ai sous le nez en fait, que je trouve superbe, et qui passe comme ça sur le chemin, qui hante les fermes isolées de Norvège, et qui passe, on disait que si on la voyait en fait, soit elle utiliserait son râteau, et dans ce cas-là quelques-uns survivraient, soit elle utiliserait son balai et tout le monde y passerait. Dans cette histoire il ne sera pas forcément question de la peste, mais le dessin sera chargé de cette idée-là, quoi, enfin d'un truc esquinté, abîmé. Voilà. Tout ça, c'est plein de sujets, enfin, assez sombres. Après, ça reste Buck qui voyage au travers de tout ça et voilà, quoi, qui trébuche à longueur de pas et qui arrive toujours malgré lui dans une aventure qui l'amène ailleurs. L'Islande, c'est aussi c'est la petite cousine, quoi, de la Norvège. Donc en fait, ils ont le même genre de géographie aussi. Alors qu'en plus, il y a les volcans. Il y a eu un tremblement de terre terrible qui a fait que la plaque américaine et européenne en fait s'est rencontrée. Donc là, t'as carrément le côté instable du paysage, quoi, qui rentre en compte et qui a généré énormément d'histoires
de trolls. Donc il y a plein d'auteurs quoi, qui après dont je me suis inspiré. Donc il y a les, comme je disais là, les alors Abjorsen et, et Jorgen Moe, qui sont donc deux types qui, inspirés par les frères Grimm, en fait, ont récupéré tous les contes norvégiens. Et il y a l'équivalent en Islande aussi. Et tout ça, après, qui m'a amené à d'autres lectures, du coup, parce qu'en Norvège, après, tout ce patrimoine-là a été réemployé par Henrik Ibsen aussi, dans Peer Gynt, dans son roman, un grand roman classique. Et qu'on retrouve après, toutes ces histoires, on retrouve aussi en Suède, chez Selma Lagerlöf, qui est un écrivain que j'aime beaucoup aussi, qui a écrit pas mal d'histoires comme ça, qui a écrit une histoire justement liée à cette thématique de l'échange d'enfants par des démons, entre des démons et des hommes. C'est du matériel que je fais pour créer le bouquin, donc des espèces de, pas des pictogrammes, mais des formes de cabochons, avec une technique un peu comme ça, sculptée au cutter, mais qui servira ou pas. Mais c'est de vraiment essayer de m'approcher le plus possible de cette espèce d'imperceptible du charme de ces images-là, de la terreur, quoi, images cauchemardesques. C'est vrai que souvent on le voit dans le feu de paille, c'est que justement tu restes assez évasif sur les monstres, Et ouais, tu suggères beaucoup plus que tu veux montrer. Exactement, ouais. Et je trouve ça intéressant parce que, en fait, c'est quelque chose qui va avec aussi je sais pas, les gamins dans la nature. Enfin, très vite, moi, je grandis quoi sur une espèce de colline que j'ai parcouru dans tous les sens en m'ennuyant souvent, mais bercé par des lectures en fait. Tu vois, moi aussi, je me créais des histoires comme ça. Je me donnais l'impression de voir des choses. Enfin, il y a un pouvoir comme ça de l'imaginaire et de l'influence voilà, de certaines histoires qui font que ouais, que tu cherches à reconnaître comme ça dans un rocher des visages terribles quoi, pour rendre une simple balade fantastique aussi, te donner l'impression de vivre une aventure quoi. Ce que j'aimerais bien faire ressentir dans ce livre, c'est que aussi par rapport à beaucoup d'histoires enfin, fantastiques que je peux voir, c'est aussi de sentir que le mal ne vient pas, tombe pas en fait du ciel quoi, comme un œuf de Pâques, mais qui vient en fait des hommes, qui viennent des hommes et de leur rapport à eux-mêmes, à la nature, à quelque chose qui, voilà, tout ça vient d'eux aussi. C'est quelque chose que je trouve assez captivant quoi, sur l'espèce humaine.